Ok. Euh, on va commencer maintenant la dégustation. Il est l'heure. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est la seconde dégustation qu'on fait en live. Donc, c'est super. Je suis hyper content qu'on puisse faire ça. Et on va déguster les vins que j'espère que vous avez reçus le mois dernier. Et donc, ces deux vins, ce sont le premier, un vin français qui s'appelle l'Estella, qui est du domaine de Montesquieu. Et donc, c'est un Jurançon sec de l'année 2020. Et donc, on va probablement commencer par celui-là. Et ensuite, nous avons un vin italien. Et ce vin italien, c'est un vin du domaine de Coloniale. Donc, domaine de Coloniale, pour ceux qui sont dans leur deuxième mois, connaissent. Parce que c'est un. Je vous ai envoyé un rouge la dernière fois du même domaine. Et celui-là, cette fois, c'est un blanc surprenant qui s'appelle Oltrepoggio. Et c'est un vin de 2018. C'est un chardonnay. Et c'est pour ça que c'est surprenant de le voir là-bas. Euh, donc aujourd'hui, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le domaine de Montesquieu parce parce qu'il est plus léger simplement. Et il est plus facile à boire. Et il vaut mieux dans une dégustation commencer par les vins qui sont les plus légers, les plus limpides, pour ensuite aller vers les vins qui sont un petit peu plus complexes et un petit peu plus lourds. Parce que sinon, si on commence par tout de suite les choses qui sont les plus fortes, on va vers et qu'on va ensuite vers le plus simple, on sent plus rien, on est habitué à la force et du coup, c'est compliqué. C'est comme manger un plat après avoir mangé quelque chose d'épicé. Un plat qui n'est pas épicé après avoir mangé un autre qui est épicé. On va pas du tout avoir les mêmes sensations dans la bouche parce qu'on sera un petit peu anesthésié. C'est la même chose avec le vin. Donc le domaine de Montesquieu, qui est là, que je vais servir. Surtout, n'hésitez pas à commencer à boire si vous voulez. Il n'y a aucun problème. De toute façon, vous avez 2 bouteilles remplies normalement, donc vous pouvez y aller et ne pas m'attendre. Juste un tout petit rappel avec la fiche qui est celle-ci. Vous avez donc la douceur, le corps, les tanins et l'acidité. Très rapidement, avant qu'on replonge dans les dégustations, c'est important d'avoir quand même un peu les bases. Donc, la douceur, c'est le sucre, c'est le niveau de sucre. Donc, on va avoir un vin qui n'est pas sucré, donc qui est sec. Ensuite, on va vers, comme le dit la feuille, demi-sec, qui est légèrement sucré, mi-sucré, sucré et succulent. Un vin qui est trop sucré, ça va être un problème parce que ça devient sucrayeux en fait, ça va devenir trop lourd dans la bouche. Par contre, c'est pas un problème d'être sec, si c'est juste l'absence du sucre. Ensuite, nous avons le corps, et le corps, c'est l'équivalent en poids dans la bouche. Donc, le poids dans la bouche, c'est la différence entre boire un verre d'eau, qui va couler toute seule, et qui va couler tout seul très facilement, et de boire d'avoir du yaourt dans la bouche qui va avoir cette espèce de poids, on a l'impression, voilà, ou une soupe, par exemple. Bon. Donc, quand on parle de corps, on part de la légèreté du vin dans la bouche. Les tanins, ça va provoquer ce sentiment de dessèchement dans la bouche. Quand vous mettez quelque chose dans votre bouche, il y a cette sensation de dessèchement, comme ça. Et donc ça, c'est ce qui est causé par les tanins. En général, on ne parle pas de tanins comme c'est marqué ici pour les vins blancs, parce que les tanins viennent de la fermentation avec de la peau du raisin, qu'on va laisser dans le vin pendant sa vinification, pendant la fermentation, et c'est ça qui va créer ces tanins. C'est quelque chose qu'on ne fait pas dans le vin blanc normalement, et donc on ne parle pas vraiment de tanins dans le vin blanc. Facile. Et l'acidité, vous savez ce que c'est quelque chose qui est acide, mais comment est-ce qu'on le reconnaît dans le vin? C'est quelque chose que l'on va avoir grâce à la réponse salivaire. Ça veut dire que vous allez mettre un vin dans votre bouche et vous allez avoir une réponse salivaire. Et plus l'acidité d'un vin est importante,
plus cette réponse salivaire sera importante. Donc, voilà, si vous oubliez, évidemment, vous pouvez re-regarder la fiche. Et si vous regardez ce live sans musique, vous pouvez aussi regarder en bas de la fiche. Et là, vous avez le lien vers YouTube Music et le lien vers Spotify. Parce que moi, j'ai décidé de faire une playlist qui est un petit peu plus festive que la playlist du mois dernier, qui était un peu la romance italienne le mois dernier. Et ce mois-ci, c'était plus quelque chose qui nous permet de fêter l'été. Donc, le domaine de Montesquieu, je vais me servir quand même un petit peu. Hop. Ah oui, avant qu'on commence avec le domaine de Montesquieu, toute dernière petite chose très rapide, c'est que nous avons des vins blancs, et les vins blancs, il faut les mettre au frigidaire pour bien les préparer dans la température, et ensuite, 20 minutes avant de les boire, il faut les sortir du frigidaire, les ouvrir, si possible, et comme ça, ils arrivent vraiment à une température qui est idéale pour la dégustation. Le vin rouge, c'est l'inverse. Il faut les mettre au frigidaire un petit peu, bon, sauf s'il fait frais, vraiment frais, mais il faut les mettre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes au frigidaire, un petit peu en amont, pour les rendre plus frais et pour permettre une dégustation qui sera optimale. Si c'est trop chaud, vous ne pourrez pas profiter bien du vin, etc. Donc, le domaine de Montesquieu appartient à deux frères qui s'occupent de ce domaine depuis 20 ans, et ils ont 12 hectares. 12 hectares, c'est pas une grosse propriété du tout. C'est pour ça que c'est difficile de trouver du domaine de Montesquieu. Quand on est dans la vigne, c'est compliqué, et qu'on est vraiment concentré dans la vigne, c'est compliqué vraiment d'avoir une force de frappe commerciale qui va être importante. Et donc avec 12 hectares, c'est très difficile pour des vignerons qui produisent cependant des très bons vins d'aller commercialiser ces vins, parce que ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la force de frappe, ils n'ont pas forcément les stocks. 12 hectares, ça ne représente pas une grosse production de bouteilles. C'est quelques dizaines de milliers de bouteilles à peine. Donc ça, c'est important. Donc, c'est un terroir qui est fait de silice et de galets, et qui est, donc le Jurançon sec, et ce domaine-là en particulier, donc Montesquieu, ça se situe juste à l'ouest de Pau. Et donc, c'est vraiment juste à côté des Pyrénées. Donc, on a comme climat une confrontation entre la chaleur du sud-ouest et les températures qui sont associées aux massifs pyrénéens, qui sont associées à des massifs montagneux, et donc qui vont amener du vent, qui vont amener des variations dans la température, qui peuvent stocker des nuages, qui peut créer donc beaucoup d'humidité, des orages, ça peut augmenter les risques dans la production. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans cette zone-là, mais c'est une région dans laquelle il y a beaucoup d'alcool qui est produit, il y a beaucoup de vin, il y a un petit peu plus haut là, il y a Armagnac, et donc il y a beaucoup de choses qui sont produites là-dedans. Ici, le vin va être très léger, va être très minéral et pur, et on va faire une comparaison ensuite avec le Colognelet. Donc, ici, vous pouvez voir normalement la description que je vous ai faite dans cette fiche-là, avec le domaine de Montesquieu. Et donc, vous voyez qu'il y a un mélange de 3 cépages qui sont vraiment des cépages hyper traditionnels de cette région, qui sont Gros Mansin à 50%, Petit Mansin à 10%, et Courbu. Comme je l'explique dans la fiche ici, je ne vais pas retourner dedans parce que la description est assez précise dans ce cas-là, mais ce sont des cépages qui sont typiquement du sud-ouest, qui sont utilisés un petit peu partout, qui sont aussi utilisés dans d'autres vins, qui sont utilisés pour faire de l'armagnac aussi. Et c'est vraiment c'est très présent dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce sont 3 cépages qui se complètent pas mal, et c'est pour ça qu'on a beaucoup l'habitude de les voir ensemble comme ça. Et voilà, donc là c'est un mélange entre les 3, et ce vin représente le vin qui sera le plus léger, qui est jeune, puisque c'est du 2020, et c'est le vin le plus léger du domaine.
Voilà. Euh, Donc, si vous regardez un petit peu la description que je vous ai faite dans cette fiche, qui est ici, vous allez voir que ce vin est décrit comme un vin qui est léger, qui est frais. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est que je vous invite à secouer votre verre, comme ça, pour le faire bouger. Et en fait, le but de faire ça, c'est que ça aère le vin, et ça permet de répandre le vin sur le côté du verre, qui va donner une surface au vin beaucoup plus importante pour répandre ses arômes, pour répandre les odeurs. Un petit coup de bouchon qui est là. Hop, je vais enlever. Pour répandre tous les arômes, toutes les odeurs que le vin peut vous donner. Et donc, c'est important de le faire monter un petit peu. Si vous avez du mal, vous pouvez aussi faire ça comme ça. S'il est trop frais, vous pouvez le mettre dans la paume de votre main comme ça, pour le réchauffer un petit peu. La première étape, c'est toujours de regarder le vin, et ensuite de sentir, et ensuite de goûter. Donc maintenant, on va goûter. Et quand vous le mettez dans votre bouche, essayez de le faire tourner un petit peu. Et je sais que c'est pas très élégant, mais essayez de respirer un petit peu par la bouche, malgré le fait que vous ayez le vin dedans, sans que tout coule. Et comme ça. Et ça va remuer un petit peu le vin et faire remonter les arômes que vous n'aurez pas sentis par le nez, par l'intérieur, dans votre nez qui, lui, capte normalement tous les arômes. Les arômes sont sentis par le nez. Donc, où est-ce qu'elle est ma fiche? Alors, normalement, vous avez votre fiche qui est ici, qu'on va remplir ensemble, du coup. Donc, pour regarder le vin, il faut toujours, la couleur en tout cas, regarder vers le bas et pas vers le haut. Et là, normalement, vous pouvez voir que c'est une couleur qui est pâle. C'est une couleur on est vraiment sur un vin qui est assez pâle, donc on va suivre comme ça. Moi, je vais entourer mon pâle. Et puis, c'est une couleur qui est très claire. Voilà. On verra ensuite comment est-ce qu'on peut comparer les deux couleurs avec l'autre. Bon. Ensuite, il y a quelque chose qui est important, c'est du coup au nez de sentir les arômes. Donc, ces arômes, là, vous allez avoir normalement, vous pouvez sentir. Il faut essayer de sentir, de développer son palais. Vous pouvez sentir un petit peu de pêche, par exemple. Vous pouvez sentir un petit peu d'acacia, donc il y a des notes un petit peu florales. Bon. Il y a quelque chose qui est intéressant avec ce vin. Non, je vais vous dire ça après. Bon. Donc, continuons. Vous pouvez donc entourer ce que vous sentez dans cette fiche. Donc, moi, je vais entourer pêche. Je vais entourer acacia. Peut-être qu'ensuite, en prenant un petit, en le goûtant par la bouche, on pourra sentir un petit peu plus par derrière. Alors, maintenant le palais. Le palais, c'est pas évident de tout faire d'un coup aussi, parce que parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc, si on prend notre fiche qui est celle-là, avec nos trucs, on peut déjà enlever les tanins. Parce que les tanins, ici, il n'y en a pas. On est sur du vin blanc, il n'y a pas eu de peau pendant la fermentation, donc c'est une chose en moins. Alors, essayez de penser peut-être de vous concentrer sur le corps et l'acidité déjà. Si vous arrivez à faire les trois d'un coup, c'est parfait. Mais sinon, essayez de vous concentrer sur le corps. Le corps, c'est le poids, et l'acidité, c'est la réponse salivaire. Donc là, vous voyez que c'est déjà un vin qui est très minéral, qui est très léger, qui a des notes fruitées, qui a un corps qui aussi est léger. Donc je vais entourer mon truc. Et aussi
moi j'ai eu une réponse salivaire qui est très importante, et c'est vrai que c'est un vin qui a des niveaux d'acidité assez élevés. Mais ça reste quand même un vin qui est équilibré dans la mesure où l'acidité effectivement rentre en jeu, mais elle va s'allier avec le reste du vin et elle va en fait faire en sorte que cette acidité va élever les arômes, va élever le reste du vin pour et donc va les accompagner. Donc c'est pas du tout quelque chose qui dépasse. Qu'est-ce que c'est en fait un vin qui est bon, au moins qui n'est pas mauvais, mais en tout cas un vin qui est bon? C'est un vin dans lequel les arômes et la douceur, le corps, les tanins, l'acidité, l'intégralité du vin va être équilibrée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse. Imaginez dans un plat, vous avez une assiette avec de la nourriture à l'intérieur, s'il y a un ingrédient qui prend le dessus, par exemple s'il y a trop d'ail, s'il y a trop de sel, s'il y a trop de n'importe quoi, eh bien ça va créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre fera que ce plat sera moins bon. Et ben, c'est la même chose avec un verre de vin. Donc, avec un verre de vin, tout simplement, s'il y a trop d'acidité, s'il y a quelque chose qui dépasse, là, on va dire, ah, ce vin a un problème parce qu'il est trop quelque chose. Ensuite, ça peut être une question de goût. On peut dire, moi, j'aime pas les vins fruités, donc bon, c'est trop fruité pour moi. Bon, c'est possible. Mais ça, c'est une question de goût. Il y a des équilibres de choses qui, clairement, ça rend le plat mauvais pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on reconnaît un vin qui est bon. Ensuite, évidemment, domaine de Montesquieu, ça, l'Estella, c'est un vin qui est assez simple, qui n'est pas extrêmement complexe. C'est un vin qui est bien équilibré. Donc, quand on va monter dans les gammes de prix, qu'on va aller sur des vins à 20 euros, 50 euros, 150 euros, 200 euros, ce qui change vraiment, au-delà d'un bon équilibre, ça va être la complexité des arômes, ça va être la complexité des fruits, des herbes, des épices, des fleurs, toutes ces choses-là. C'est l'évolution de cette complexité et comment est-ce que ces éléments, les uns avec les autres, vont fonctionner, se succéder les uns avec les autres pour en fait proposer un vin qui qui cachera de nombreux secrets parce que tous ces éléments-là se succèdent de la bonne manière, se complètent les uns et les autres et vont faire que ce vin est exceptionnel. C'est la même chose, encore une fois, qu'une bonne assiette. Si vous avez juste un ingrédient, bon, bah, c'est pas mal, mais c'est pas très compliqué. Alors que si vous avez plein de choses qui se complètent, qui se succèdent, qui truquent, hein, là, ça va tout de suite devenir beaucoup plus intéressant et bien meilleur. Et donc, voilà, c'est ça, comme toujours à ça qu'il faut penser. Est-ce que mon vin est équilibré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse? S'il ne dépasse pas, est-ce que. Donc, ça veut dire que c'est normalement un vin qui est plutôt bon, si c'est bien équilibré. Et ensuite, est-ce que ce vin apporte une certaine complexité? Là, on est sur un vin alors, qui est bon, parce qu'il a des bons fruits frais, il a des fleurs, il y a pas mal de choses qui fonctionnent bien. Tout est très bien équilibré, mais c'est pas un vin qui offre une complexité extraordinaire. C'est un vin qui est simple, qui est facile à boire, qui va se boire pour apporter de la fraîcheur. C'est un vin qui est parfait pour l'apéritif, c'est un vin qui est parfait pour accompagner des fruits de mer, qui est parfait pour des choses qui vont être très légères, très fraîches. Et voilà. Ça, c'est important. Un vin trop complexe pour ce genre de plat ou ce genre d'occasion, ça va être dommage parce que on va pas en profiter autant qu'on pourrait. Et donc vraiment, il y a des vins pour tout. Par contre, les Stella perdraient un peu, je pense, de serait pas aussi approprié pour quelque chose, pour un poisson gras par exemple, qui voudrait avoir du répondant en face, voudrait pouvoir se développer dans un vin qui est plus costaud. Voilà. Donc ça,
Alors là, typiquement, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez voir normalement un petit peu des reflets verts dans le vin, dans la couleur du vin. Donc ça, c'est intéressant. Donc on est plutôt vraiment du côté gauche, pâle avec reflets verts, de ce côté-là du spectre. Ensuite, on va parler, on va garder ça sur le côté parce qu'on va y revenir un petit peu après, mais on va passer au colonial. J'ai un petit peu goûté avant, j'ai un petit peu triché. Donc, le colognolet, c'est un vin qui a été fait, qui s'appelle Oltrepoggio, et c'est un vin qui est fait dans le Chianti Rufina. Le Chianti Rufina, c'est une région qui est appelée le plus haut des Chianti, pour deux raisons. Parce que premièrement, c'est très haut en altitude. Simplement, c'est le Chianti qui est fait à la plus haute altitude. Là, on est c'est un domaine qui est entre 420 et 700 mètres. Donc, c'est vraiment déjà assez haut. Et aussi, c'est parce que c'est considéré comme, par sa qualité, l'endroit où on fait le meilleur Chianti. Donc, c'est pour ça qu'on dit le plus haut des Chianti. C'est une sorte de jeu de mots entre l'altitude et la qualité du vin. Ça représente 3% de la production entière du Chianti, le Chianti Rufina. Et voilà. Sur ce domaine, les propriétaires, qui sont les Codanziante, ce sont Mario et Cesare. Et on a fait une dégustation avec eux il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, vous avez accès normalement à la vidéo de la dégustation que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et il nous parle, c'est Cesare qui nous a fait une dégustation, et il nous parle de l'héritage de ce domaine. Ça fait 150 ans qu'ils y font du vin. Ils ont acheté ce domaine il y a 150 ans. Il y a 700 hectares sur l'intégralité du domaine, mais ils font plusieurs choses. Là-bas, c'est pas que des vignes. Les vignes, ils en ont 25 hectares. Et ils font aussi plusieurs délicieuses huiles, dont une qui est dans une appellation contrôlée extrêmement restreinte, qui s'appelle Laudemio. Ils font une des meilleures huiles du monde. Là-bas, ils ont des merveilleux oliviers qui sont très vieux, qui ont, je crois, 70 ans. Et donc, c'est vraiment une huile merveilleuse. Dans ce domaine, le Chianti, c'est une région qui, en général, produit des vins rouges, qui sont des vins rouges qui vont être de Sangiovese, qui sont très forts, qui ont beaucoup de complexité, qui sont des vins absolument délicieux. Et il y a toute une philosophie qui existe dans le domaine de Coloniale, qui est dirigée par les deux frères, Mario et Cesare, et qui vont être vraiment une philosophie d'exploration, d'expérimentation. Et vraiment, ils sont dans une approche de chercheur, en fait. C'est tout. Donc, il faut comprendre que tout bon vin n'est pas seulement le fruit d'un terroir, c'est aussi le fruit d'essais, d'expérimentation, d'erreurs, d'amélioration. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose juste plante le mauvais cépage au mauvais endroit, sur un terroir exceptionnel, le vin qui va en sortir ne sera pas bon. Sauf s'il a juste beaucoup de chance. Mais il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites. On essaye de planter des vignes de différents cépages un petit peu partout. Il y a des cépages qui fonctionnent à certains endroits, d'autres qui ne fonctionnent pas. Et d'une parcelle à une autre, tous les 100 mètres, ça peut changer complètement. Et d'ailleurs, on a essayé de planter, par exemple, des vignes absolument partout en France. Et les endroits qui subsistent aujourd'hui, c'est les endroits où on fait du bon vin. Mais après, il faut aussi ce travail par derrière. Là, c'est un vin qui est assez exceptionnel parce que c'est du chardonnay dans le Chianti. Alors, pourquoi est-ce que c'est bizarre ? Le chardonnay, c'est probablement le cépage blanc le plus connu du monde. Je prends un petit peu de vent. C'est un vin qui est très fin, qui a des arômes qui sont très, très versatiles. Enfin, c'est un vin qui est très versatile parce qu'il va refléter
le terroir sur lequel il pousse en s'adaptant à ses caractéristiques. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, le chardonnay pousse dans de très nombreuses régions du monde, dans pratiquement tous les pays dans lesquels on fait du vin. Mais souvent, quand même, plus on va vers le sud et plus on va vers la chaleur, moins le chardonnay va fonctionner. Donc on va avoir du chardonnay en Bourgogne, on va avoir du chardonnay dans la Loire, on va avoir du chardonnay en Champagne. C'est un des cépages les plus présents dans le Champagne, le chardonnay. Notamment pour le Dom Pérignon, qui fait 50% de chardonnay dans ses champagnes. Mais plus on va vers le sud, moins le chardonnay a tendance à vraiment se révéler. Il va avoir du mal avec certains aspects du sud qui sont, par exemple, trop de chaleur, ça va être un problème, etc. Et donc, on se retrouve en pleine Toscane, si vous voulez, au nord-est de Florence. Oui, on est en altitude, mais c'est quand même surprenant. C'est pas facile de faire pousser du chardonnay en Toscane. Et donc, c'est vraiment surprenant. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? L'histoire derrière ce vin, dans le Telepoggio, je vais laisser la bouteille ici, on ne la voit pas parce que ma caméra ne fait pas le tour, mais je vais la laisser ici. L'histoire de ce vin, c'est que la mère des deux viticulteurs qui s'occupent de ce domaine a fait un tour en Bourgogne il y a 25 ans et a goûté des vins de là-bas et des vins de Bourgogne blancs et s'est dit c'est exceptionnel, je dois mettre en place et essayer de faire du vin comme ça chez moi parce que j'aime tellement ça que j'ai envie d'en boire en permanence et donc c'est merveilleux, il faut qu'on essaye. Traditionnellement en Toscane on va faire des vins qui sont un peu légers, des vins blancs légers qui vont être faciles à boire, qui sont un peu des vins de gens qui n'aiment pas vraiment boire trop de vin, qui aiment bien le plus léger possible, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, etc. Là, on est sur un truc complètement différent. On a un chardonnay qui non seulement a beaucoup de caractère, mais qui en plus va être mis en fût de chêne pendant 2 ans, qui va vieillir, dans la vigne va être beaucoup travaillé avec des clones de vignes différentes, et de l'autre côté, ils vont en plus le travailler dans le chai. Quand on dit travailler dans le chai, c'est pas une mauvaise chose, hein, ça veut pas dire qu'ils mélangent, qu'ils rajoutent des trucs, etc. Ils vont faire en sorte d'avoir un équilibre de comment va se passer la fermentation, comment va se passer la vinification, dans quoi. Est-ce qu'on veut faire ça dans des cuves en inox? Est-ce qu'on veut faire ça dans des cuves en chêne? Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Combien de temps est-ce qu'on laisse en inox? Combien de temps est-ce qu'on reste en chêne? Quel type de chêne? Quelle quantité? On sait plein de choses différentes. Et tout ça, c'est encore une fois de l'expérimentation pour comprendre comment obtenir le meilleur vin pour ce terroir-là avec les vins qu'on essaye de produire. Souvent, le vin qui est produit sur un domaine reflète le goût du vigneron. Sur un même domaine, on peut avoir pendant 20 ans quelqu'un qui fait du vin, et puis même vigne, personne différente, il est remplacé, et en 10 ans, le vin va complètement se métamorphoser parce qu'il y a tout un travail par derrière, après la vigne évidemment, dans la fabrication et le vieillissement du vin. Donc, c'est pour ça que c'est assez rare. C'est assez rare de trouver ce cépage comme ça. Donc, là, on va... j'enlève ma fiche de dégustation de l'autre domaine et je récupère celle de Colonial. Donc, encore une fois, on va commencer par regarder. Donc, on fait tourner et on va regarder de préférence au soleil. Je mets ça là-bas parce que j'ai un rayon de soleil qui me permet de mieux voir. Là, tout de suite, on est sur du vin qui va être beaucoup plus foncé. On n'est pas sur roux, on n'est pas non plus complètement sur doré, on est plus
en jaune, c'est un vin qui est jaune, avec des reflets dorés. Vous pouvez voir des reflets, donc les reflets, c'est les plus petites parties dans le vin que vous pouvez voir. Mais c'est jaune avec des reflets dorés. Et c'est un vin qui reste quand même relativement limpide. Avant, c'était un vin qui était clair. Maintenant, c'est un vin qui est limpide. Il est un petit peu plus foncé. Vous voyez les différences. Même sur ma caméra, on voit que ça, c'est un vin limpide. Ça, c'est un vin qui est clair. Limpide, clair. Donc, c'est très facile de distinguer les deux. Vraiment. Pourquoi est-ce qu'il a cette couleur? Les cépages vont avoir une influence sur la couleur, mais aussi le fait que Coloniale l'Oltreppoggio est passé dans un fût, le fût va aussi donner de la couleur. Voilà. Il y a beaucoup d'influences, mais c'est deux des principales choses. Alors, il faut regarder un petit peu les différents types d'arômes qu'il peut y avoir et les différentes choses qu'il y a. Donc, on peut avoir, déjà, il faut faire la différence entre des fruits secs et des fruits frais. Les fruits frais, ce sont des bananes, cassis, poires, mangues, et les fruits secs, ce sont des amandes, des noisettes, etc. Ensuite, nous avons les agrumes. Les agrumes, ce seront citron, et fleurs d'oranger, etc. Des épices, que vous avez ici, je crois, poivre noir, menthe, cannelle, basilic, romarin, thym. Il y a aussi de la vanille, il y a aussi de nombreuses choses. Ensuite, il y a aussi les fleurs. Les fleurs, ce seront de l'acacia, du miel et autres. Là, je vous ai donné un petit peu traditionnellement les fruits, les agrumes, les épices, les fleurs du chardonnay, tout ce que j'ai cité qui sont là. C'est pas parce que on trouve ça dans le chardonnay en général que forcément on va trouver ça dans ce vin spécifiquement. Donc ce qu'il faut essayer de voir, c'est au nez, d'essayer d'aller voir quels sont dans les arômes que l'on retrouve dans le chardonnay en général, quels sont ceux que vous réussissez à identifier. Encore une fois, il y a certains qui sont très simples à trouver, qui sont vraiment évidents. Il y en a qui sont plus complexes à trouver. Il y en a qui sont vraiment pas là du tout. Dans ceux qui sont plus complexes à voir, il y aura plusieurs facteurs. Il y aura le facteur de l'expérience, de la dégustation. Il y aura le facteur de ce que vous avez mangé plus tôt dans la journée. Il y aura le facteur de la forme et la taille de votre verre, la quantité de vin que vous avez mis dedans, la température, etc. etc. C'est très compliqué de trouver, d'avoir une espèce d'homogénéité comme ça dans tous les arômes, et c'est possible dans deux verres différents, vous pourrez trouver deux arômes, l'un qui est très présent et l'autre qui n'est pas présent dans deux verres, un pli et un grand, par exemple. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bons verres à vin. Un verre à vin, ça va être un verre de vin qui va être large ici et qui va se reconcentrer un petit peu en haut. C'est quand même une bonne taille et qui permet, du coup, cette concentration des arômes vers le haut quand vous dégustez. Alors, il y a un arôme que vous pouvez sentir déjà, qui est dans les fleurs, c'est le miel peut-être. Vous pouvez sentir le miel, peut-être que un petit peu de poivre aussi. Malheureusement, plus on déguste, plus le nez va être un petit peu saturé par ce qu'on a senti précédemment. C'est important, entre deux reniflements, de reprendre un peu son souffle, de laisser son nez respirer, et comme ça, il y a une sorte de réinitialisation des papilles gustatives, des papilles sensorielles dans le nez, et qui vous permet de mieux déguster.
Alors, personnellement, moi, je ne sens pas d'amande, de noisettes, ni de vanille, ni non plus de cannelle. Peut-être légèrement de la fleur d'oranger. Mais en tout cas, le poivre et le miel sont, je trouve, sont déjà très présents. Alors, on a dans les deux vins qui sont là, il y a quelque chose qui est intéressant. Pardon, on va faire d'abord le palais. Je m'égare. Donc, encore une fois, on oublie les tanins. Même si ce vin a justement vieilli avec un petit peu de peau au tout début, on a des tanins, on a une sensation un petit peu de dessèchement dans la bouche. Donc on pourrait parler de tanins très faibles, quelque chose, mais ça reste quand même pas vraiment approprié pour du vin blanc. En termes de douceur, encore une fois, c'est un vin qui est sec. Par contre, le corps est différent. Si vous reprenez un petit peu et vous comparez les deux, vous sentez tout de suite un corps qui est beaucoup plus puissant. Et là, c'est aussi en partie pour le cépage et en partie pour le fait que c'est passé aussi dans du fût de chêne qui donne ce côté un petit peu épicé qu'on reconnaît, qui est épicé et boisé, et ça fait une grande différence là-dedans. Ensuite, l'acidité. Avant, on était vraiment sur une acidité qui était élevée. Je trouve que la réponse à l'hiver existe, mais est un petit peu moins importante. Donc, peut-être qu'on est sur entre moyenne et élevée. L'acidité, ça se sent un petit peu dans le... Ça se sent un petit peu dans le... un peu de manière un peu instinctive. C'est difficile de jauger de 1 à 10 en termes d'acidité, combien c'est, nanana. Mais c'est quand même pour avoir une idée. Et ensuite, on va avoir un fin de bouche qui est beaucoup plus long dans celui-là, parce que le vin est beaucoup plus travaillé, il est beaucoup plus... Et donc, voilà, un petit peu plus long. Dans un vin comme ça, comment est-ce qu'on... avec quoi est-ce qu'on mange? Si vous prenez ça à l'apéro, ça va pas du tout aller comme l'autre. Donc, en fait, vous pourriez clairement commencer par ça à l'apéro, et ensuite passer là-dessus. Là, vous avez un apéritif sympa, avec quelques petites choses à grignoter. Comme vous pouvez faire des poivrons que vous allez cuire au four, vous pouvez avoir des antipastilles, des choses comme ça. Un petit peu de fromage. Le fromage va bien aller avec l'acidité du vin. Bon, avec ça, si vous prenez ça à l'apéro, ça va pas du tout aller parce que vous êtes là, c'est juste trop fort. Un vin comme ça peut aller sur plusieurs choses. Ça peut aller sur les poissons qui sont vraiment, donc les poissons qui sont dits mi-gras ou gras, donc mais plutôt gras, comme du saumon. C'est des poissons qui n'ont pas une chair blanche. Et ensuite, vous pouvez aussi le prendre avec des viandes blanches. Et c'est pas forcément évident, c'est un petit peu surprenant surtout de prendre du poisson avec de la viande, du poisson avec de la viande. Vous pouvez prendre du poisson avec de la viande, mais c'est pas le sujet. De prendre du vin blanc avec de la viande, ça peut être un petit peu surprenant parfois. Mais ce qui se passe, c'est que quand même, vous pouvez le prendre avec, par exemple, un poulet rôti. Et ça, avec du poulet rôti, c'est génial. Après, vous avez d'autres plats que vous pouvez faire aussi, comme du poulet. Vous avez le poulet estragon, vous avez plein de choses que vous pouvez faire mijoter un petit peu. Et ensuite, vous avez potentiellement même sur du porc avec une sauce légère, vous pourriez boire ce vin.
Donc c'est un vin qui est en fait le vin blanc pour ceux qui aiment boire du vin rouge. Il y a des gens qui aiment vraiment le vin rouge et de temps en temps il faut boire du blanc parce que c'est peut-être plus frais l'été. On n'a pas forcément envie de sortir un gros rouge euh, quand il fait 35 degrés dehors. Et donc ça, c'est vraiment la bonne alternative pour ce genre de choses. Et donc ça, c'est important. La chose dont je voulais vous parler avant, mais où j'avais dit on va faire ça plus tard, c'est maintenant que ça vient. L'idée, c'est que c'est assez intéressant parce que nous avons sur la même... Attends, je vais prendre mes petites notes qui sont là. Bon, j'ai oublié. Sur la même ligne horizontale, la même parallèle sur la Terre, ces deux vins se trouvent à la même hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, le sud de la France se situe à la même hauteur que Florence. Et ce sont deux vins qui ont un petit peu d'altitude. Ce sont deux vins qui sont proches des montagnes. Ce sont deux vins qui donc bénéficient de fortes chaleurs. Et pourtant, ce sont deux vins qui sont absolument complètement opposés. Donc, pourquoi est-ce qu'on a cette différence qui est si importante alors qu'en fait, on est au même niveau sur la Terre? On pourrait se dire, les vins, en fait, devraient... Et c'est plutôt... le Montesquieu est un petit peu moins en altitude, mais il y a quand même de l'altitude. Et Colognolet, bon, on pourrait se dire, ça pourrait faire des vins qui sont vraiment similaires. Mais en fait, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui change? Ce qui change, il y a 4 choses principalement. Ça va être le climat, parce que finalement, même si on est sur la même parallèle, et qu'on a quand même de l'altitude, le fait qu'on ait des montagnes qui soient beaucoup plus importantes dans les Pyrénées, et la proximité avec l'océan, va faire que le climat, là, va être complètement différent des montagnes toscanes, qui sont moins hautes, qui vont moins accueillir le vent, enfin qui vont pas accueillir les vents des océans. Et là, il va faire très chaud la journée, mais plutôt frais la nuit. Alors que ça va pas être le cas pour le Montesquieu. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a le terroir. Le terroir va être aussi différent. C'est-à-dire que la terre donne beaucoup de ses nutriments, de son eau, de tout ce qu'elle a au vin. Et donc, le terroir va être hyper important dans les caractéristiques du vin. Troisième chose, ce seront les cépages. Évidemment, deux cépages vont faire deux vins qui sont complètement différents. Et quatrième chose, ça va être le travail qui va être fait par derrière. Évidemment, un vin qui va vieillir pendant 2 ans dans un fût de chêne, qui va être plus travaillé, va être très différent d'un vin de l'année qui reste frais, qui est fait pour être bu rapidement et qui n'est pas fait pour vieillir. Donc voilà, on a deux. Donc ça, c'est la réponse à la question. On a 2 choses qui sont importantes. Il y a une autre chose aussi dont je voulais vous parler, qui sont que dans la description que vous avez vue du domaine de Montesquieu, ici, vous avez une description qui dit la récolte des 3 cépages est le même jour et pressée ensemble afin d'obtenir une synergie durant la fermentation à basse température et élevage sur lie fine pendant 6 mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce d'histoire de lie fine pendant 6 mois? On entend parler de temps en temps. Et plus on se penche dans le vin, plus on va l'entendre. Donc, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pendant la vinification, pendant la fermentation du vin, il y a le mou du raisin qui va consommer le sucre qui est présent dans le raisin. Évidemment, dans les grappes du raisin, il va y avoir du sucre. Ce sucre ne disparaît pas par magie. Et le sucre de ce raisin va être consommé par le mou. Et c'est ça qui va produire de l'alcool. Quand le sucre, donc quand il n'y a plus de sucre, ces lies, donc les levures vont mourir et vont tomber au fond grâce à la gravité
de la bouteille, enfin, pardon, pas de la bouteille, au fond de la cuve, et vont rester au fond. Et ça, ce sont des résidus qui sont un peu jaunes. Et ces résidus, ce sont les lies. Et en fait, le fait de ne pas les enlever, c'est ça qui va libérer des arômes, ça va changer le corps du vin, ça va révéler énormément de goût, etc. Et donc, c'est très important, en fait, de les laisser. Donc là, quand on dit élevage sur lie fine pendant 6 mois, ça veut dire qu'on a laissé ces levures qui sont présentes dans le raisin consommer le sucre, transformer en alcool, se déposer au fond, et ce dépôt jaune qui est au fond du vin permet aux arômes qui sont présents dedans de se libérer, de se développer dans le vin, etc. Et c'est ça qui donne quelque chose. Il y a une technique qui s'appelle le bâtonnage, qui est d'enfoncer un bâton et de remuer un petit peu le fond de cette cuve pour faire en sorte que les lies qui sont, grâce à la pesanteur en bas, ressortent, vont tourner un petit peu à l'intérieur et donc libérer ces différents arômes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important à savoir. C'est quelque chose qui est sympathique. Le but dans la comparaison de ces deux vins qui sont ici, c'est justement de réussir à vous proposer deux vins blancs qui sont complètement différents, qui peuvent se boire à la même époque. C'est des vins qui peuvent se boire toute l'année d'ailleurs, mais ils peuvent se boire à la même époque. Un vin qui est léger, qu'on peut voir toujours dans la vidéo, je ne sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais un vin qui est plus léger, ça c'est le Montesquieu qui est plus clair, et Colognellet, qui se boit avec des poissons blancs pour l'apéro, qui est très facile à boire. Attention, parce que la bouteille descend comme ça, et ce qui peut être un petit peu dangereux quand même. Et surtout quand vous êtes dans une dégustation seul devant votre écran. Et ensuite, vous avez le Colognellet, Oltre Poggio, qui est beaucoup plus de corps, qui est plus solide, qui est beaucoup plus fort, et que vous ne pourrez pas prendre pour l'apéro, mais que vous pourrez prendre avec un plat qui est plus costaud. Et encore une fois, ce sera en quelque sorte le vin des amateurs, le vin blanc des amateurs de vin rouge. Voilà, je pense que ça conclut notre dégustation pour aujourd'hui. C'était la deuxième dégustation que je faisais en live, donc désolé pour les petites hésitations que je peux avoir, pour les petits moments de panique. J'espère en tout cas que le contenu vous plaît, j'espère que vous avez apprécié les vins. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des retours, à mettre des commentaires dans la vidéo, à m'envoyer même un SMS, à m'appeler tout de suite et me laisser un message si je ne réponds pas, me parler par Instagram, LinkedIn, tout ce que vous voulez. Je suis hyper content de discuter avec toutes les personnes qui reçoivent ces caisses pour avoir des retours, non seulement sur ce que vous avez reçu, mais aussi sur ce que vous aimeriez bien goûter, ce que vous aimeriez bien découvrir. Voilà. Le mois prochain, vous allez recevoir normalement, vers la fin du mois, quelque chose qui est un petit peu différent. Je ne vous dis pas, mais donc sur les 2 bouteilles que vous allez recevoir, il y a quelque chose qui change pas mal et qui, j'espère, vous plaira. Mais qui en tout cas se boit aussi pour l'apéritif, ou bien pour l'entrée avec du foie gras et autres. Je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir tout regardé, et on se voit dans un mois pour la dégustation suivante.